Bonjour à tous, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui avec Alexandre Dabundo de Nouveau Siècle. Salut Alexandre. Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de comment vous pourriez proposer à vos clients de l'immobilier haut de gamme. Quand vous entendez haut de gamme, vous pensez peut-être, attention, immobilier cher. C'est l'immobilier patrimonial, donc vraiment très intéressant. Et on va voir qu'en fait, il y a tout un pan d'investissement où on peut faire du haut de gamme dans la rénovation, avec une rénovation de très haute qualité, avec des avantages fiscaux qui permettent d'accéder à des biens qui sinon seraient complètement inaccessibles pour vos clients. Et donc, il y a un intérêt que vous allez voir très intéressant, pour pouvoir faire cette alliance entre le haut de gamme et la rénovation. Donc c'est ça qu'Alexandre va nous présenter. On va se centrer sur deux typologies d'investissement, le Malraux et le monument historique. Alexandre, je te donne la parole. Merci beaucoup Mathieu, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. L'idée effectivement de ce webinaire, c'est évidemment de vous proposer effectivement les projets de réhabilitation de Nouveau Siècle, vous expliquer qui on est, mais plus largement, ce que je vais m'atteler à faire, c'est de prendre un peu de recul historique sur ces lois. C'est vrai qu'on parle souvent de leur fonctionnement et on ira dans le détail. Évidemment, je répondrai à vos questions, mais c'est un peu de comprendre d'où elles viennent et comment elles contribuent à la rénovation de notre patrimoine et surtout par quel biais elles permettent également d'avoir une stratégie patrimoniale gagnante sur du long terme pour des clients qui sont très fiscalisés et qui sont condamnés quelque part à payer leurs impôts. C'est évidemment des clients dans des tranches marginales élevées qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas le temps ni le savoir pour devenir marchands de biens ou professionnels de l'immobilier. Donc l'idée est de les accompagner. Et Nouveau Siècle, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une nouveauté, c'est une filiale à 100% du groupe Bouygues. Donc notre métier, on est aménageur, on est aujourd'hui dans la réhabilitation du patrimoine et on accompagne les collectivités dans les changements d'usage des immeubles, des édifices en cœur de ville et on crée des solutions clés en main pour vos clients. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Je crois que le point de départ, lorsque vous conseillers en gestion de patrimoine ou des personnes dans le conseil proposent un arbitrage immobilier à leurs clients pour justement avoir une stratégie patrimoniale gagnante, un complément de revenu à la retraite, une économie d'impôt. La seule chose que vous souhaitez à vos clients, c'est qu'il n'y ait pas de sujet embêtant, de couac sur le parcours de vie d'un immobilier. Et je crois que le point de départ, c'est s'assurer de la solidité financière et qui est l'opérateur derrière. Donc ça, sur ce point-là, je vais vous rassurer et je vais remettre un petit peu on va prendre un peu de recul sur l'écosystème et sur le groupe Bouygues, qui appartient à chaque Français, puisque c'est un groupe familial qui a été créé en 52, qui est présent maintenant dans 81 pays. C'est un groupe d'ingénieurs, donc c'était intéressant, moi qui suis quelqu'un qui travaille dans la réhabilitation depuis plus de 15 ans, d'avoir une activité qui était assez confidentielle. Vous verrez, c'est finalement assez peu de logements par an comparé au neuf, même si le neuf a tendance à un peu diminuer. On le verra, mais il était important d'adosser le sérieux et le degré de contrôle d'un groupe comme Bouygues, qui est un groupe d'ingénieurs, à l'immobilier réhabilité, qui n'est pas une science exacte. Donc, vous avez aujourd'hui une famille, la famille Bouygues, qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'ils ont déjà fait. Ils sont sur les besoins primaires, c'est-à-dire qu'ils font de la construction d'immeubles, de bureaux, d'immobilier divers. On verra tout à l'heure du co-living senior, du coworking, de l'habitation classique, mais c'est aussi des métiers quand je parle de besoins primaires, c'est évidemment des ponts, des routes, mais également de quoi communiquer entre les hommes. Et puis le dernier arrivé en date, qui est Equance, qui est une société d'énergie et de services, 70 000 collaborateurs. Donc, ne me prenez pas pour quelqu'un de pessimiste, mais évidemment, dans un contexte particulier où peut y avoir une crise sanitaire, de l'inflation, une guerre aux portes de l'Europe, c'est important d'avoir un groupe solide qui saura absorber tout type de crise. Donc, j'anticipe sur ma future présentation, mais si il se passait quoi que ce soit et qu'il y avait des dépassements de travaux, on a un groupe qui est capable d'absorber des petites crises systémiques. C'est important de le dire. Bouygues Immobilier, vous les connaissez forcément.
Bouygues Immobilier a fait une réflexion il y a un peu plus de 5 ans, c'était de se dire comment faire moins de quantité, plus de qualité, comment diversifier et s'adapter aux usages d'aujourd'hui. Donc voilà, la résultante de tout cela, c'est l'ensemble de ces filiales. Hein. Donc Wojo, c'est du coworking avec une société amie qui s'appelle Accor, que tout le monde connaît, très amie avec le groupe Bouygues. Vous avez les jardins d'Arcadie, dans lesquels nous sommes actionnaires à 50%, c'est du co-living senior, les résidences seniors. Il y a Valorissimo, qui est aussi une filiale que vous connaissez beaucoup pour le neuf. Patriani, qui est un groupe qui fait des immeubles en pierre de taille ou en matériaux très nobles pour des CSP+, jeunes retraités ou alors pour de l'habitation principale haut de gamme. On a tout un écosystème et dans cet écosystème, vous avez aussi une réponse à donner sur l'immobilier de demain qui est donc finalement l'immobilier d'hier. C'est le réemploi de l'immobilier ancien en cœur de ville. Ça a beaucoup de sens et c'est Nouveau Siècle, une filiale que nous portons et que je porte, qui va proposer des solutions de réhabilitation en cœur de ville. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, enfin, on est de plus en plus à la mode, alors qu'en fait, c'est des volets de loi qui sont assez anciens, mais réemployer, recycler l'immobilier existant en cœur de ville à l'heure de la non-artificialisation des sols, hein, la ZAN, et puis dans une époque où les permis sont difficiles à obtenir, ça a du sens d'aller vers ces sujets-là. Donc, c'est l'ambition de Nouveau Siècle. Alors, la question qu'on peut se poser, puisque Nouveau Siècle est une filiale assez récente, puisque c'est une filiale qui s'ouvre à la prescription. On est vraiment dans un métier de conseil. Il faut avoir en face des personnes qui ont une fiscalité confiscatoire pour leur proposer ces projets. Ça n'a de sens que s'il y a une économie d'impôt assez grande, des loyers déplafonnés en face et un emplacement de choix. Donc, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'aujourd'hui, on anime et on développe un réseau de prescription. En revanche, cela fait depuis plus de 50 ans que le groupe Bouygues a un savoir-faire et une expérience assez unique en matière de réhabilitation immobilière. Je voulais vous rassurer sur ce point parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on pense tous à Bouygues, on pense au BTP, on pense au béton, on ne pense pas forcément à tous les projets de réhabilitation qui ont été faits, qui ont été portés par une filiale qui s'appelle Bouygues Rénovation Privée. Eh bien, les services travaux de Nouveau Siècle, c'est des gens qui sont passés par Bouygues Rénovation Privée, qui ont ce savoir-faire, qui ont cette expérience, cette expertise, et même au sein du groupe Bouygues Immobilier, il y a eu beaucoup de réhabilitation dans l'ancien. Je vous montre ces références, je pense que ça vous parlera. Un partenariat fort avec les hôtels des postes. Hein. Il y a un fort, on va dire, ces hôtels des postes qui ont été construits à l'époque du tout courrier. On était loin de la digitalisation et du mail. Aujourd'hui, ça a moins de sens d'avoir 3000 mètres carrés de tri postal en cœur de ville. Donc, il faut penser ces espaces différemment. Et c'est là où Bouygues intervient avec la Poste. Alors, ça peut être la Poste, l'hôtel des Postes de Strasbourg, où là, on y a fait une brasserie, de l'habitation principale, des bureaux, tout un tas de choses. C'est vrai aussi à la Poste de la rue du Louvre à Paris, qu'on a réhabilité. Vous avez des sujets un peu différents. Là, on est sur du patrimoine un peu plus reconstruction sur Reims. L'immeuble Chanel de la place Vendôme, c'est vrai qu'on n'a pas en tête que Bouygues Rénovation Privée fait ce genre de chantier. Des adresses prestigieuses dans Paris avec des structures Eiffel, mais également aussi de la pierre de taille. On va aussi sur des sujets très années 30, très art déco. La piscine Molitor, c'était également une réhabilitation du groupe. L'hôtel de Crillon, là, je pense que tout le monde voit l'équipe de France faire coucou du premier étage sur le balcon. Voilà, c'est un chantier assez emblématique du groupe. J'en parlais tout à l'heure, là, on est sur l'hôtel des Postes de la rue du Louvre. Pour ceux qui tardaient, moi, je me souviens à une époque aller déposer mes déclarations d'impôts à 23h50 sur ce lieu emblématique. Donc ça a été entièrement réhabilité. Vous avez Louvre Banque Privée, la Banque Postale, mais également restaurant, hôtel, rooftop. Vous avez tout un tas d'entreprises et de commerces autour de cet hôtel des Postes qui était dédié à l'époque qu'à l'activité de la Poste. Le Royal Monceau est un des chantiers les plus emblématiques effectivement de Bouygues Rénovation Privée, qui est le Ritz, 40 cages d'escalier, 40 cages d'ascenseur, passage d'un 5 étoiles à un palace dans lequel il a fallu mettre un spa, une piscine, donc tout un enjeu dans un environnement classé. Donc on a ces sujets, on les connaît bien et on les maîtrise bien. C'était pour vous rassurer et rassurer peut-être demain vos clients sur la capacité de notre groupe à faire ce type de réhabilitation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un peu de recul. Effectivement, il est assez facile de viser du doigt le vilain contribuable qui va venir défiscaliser, qui est un mot qu'on n'aime pas forcément beaucoup, et regarder un petit peu dans cet environnement
de la réhabilitation du patrimoine, quels sont les 3 volets dans cette mission du patrimoine qui s'articulent en réalité autour du touristique, du locatif et du mécénat. Je m'explique. L'État n'a pas les moyens de réhabiliter l'ensemble de son patrimoine. Il est colossal, ou en tout cas du patrimoine français, qui appartient aussi à des privés. Donc, il y a plusieurs façons d'inciter à la réhabilitation du patrimoine. Vous avez le volet touristique et le volet locatif qui ont une logique économique. Donc, le volet touristique, vous êtes propriétaire d'un château dans la Loire, dans les Flandres ou en Provence, ou d'un hôtel particulier dans le cœur d'une ville. Vous l'ouvrez plus de 100 jours au public, vous en faites des maisons d'hôtes, et puis vous pouvez avoir les déductions des monuments historiques grâce à l'ouverture plus de 100 jours au public. Vous pouvez avoir des subventions de la mission du patrimoine, et vous avez des recettes et des dépenses qui sont équilibrées par une logique économique qui est là, donc du coup plutôt sur un volet touristique. Nous, évidemment, on va s'intéresser au volet locatif, c'est de l'immobilier de cœur de ville ou dans l'aire d'influence d'une grande métropole, où vous avez un marché locatif porteur, ce qui va permettre à votre client de bénéficier d'une économie d'impôt forte sur la base des travaux de réhabilitation. La meilleure dépense, c'est celle qu'on ne fait pas, c'est bien ce qu'a compris l'État, donc c'est pour ça qu'ils incitent et qu'ils donnent des incitations fiscales fortes aux propriétaires de biens classés ou protégés. On reviendra là-dessus sur cette notion juste après. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui fonctionne bien sur le touristique locatif. Et ensuite, vous avez tous les sujets un peu les parents pauvres du patrimoine qui sont l'abbatiale dans la Creuse, une église au fin fond de la Guyane qui a un style assez typique créole. Voilà, tous ces sujets qui malheureusement sortent du spectre, on va dire, économique. Et là, du coup, c'est le mécénat, c'est à votre bon cœur, monsieur, dame, c'est le loto du patrimoine de Stéphane Bern ou encore un grand groupe qui va faire un chèque d'1 million ou 2 pour la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris de Viollet-le-Duc. Donc voilà, c'était important de prendre un petit peu de recul là-dessus. Ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'on est sur un cercle vertueux en réalité. C'est un triptyque gagnant-gagnant-gagnant, je dirais. C'est une chaîne d'intérêt commun entre l'État, le contribuable et le patrimoine, puisque l'État sollicite le contribuable pour restaurer son patrimoine. Ça permet d'accompagner des collectivités à redynamiser leur centre-ville et à changer les usages. C'est ne plus avoir des centres commerciaux à ciel ouvert mais qui ne vivent plus après 8 heures du soir. C'est d'avoir des gens qui vivent dans le cœur de ville et d'accompagner effectivement ces changements. Une stratégie patrimoniale rentable pour l'investisseur, on le verra après. Évidemment, quelqu'un qui est condamné à payer ses impôts, s'il le met dans un patrimoine différenciant et rare, et qu'il en tire un complément de revenu pour la retraite ou non, c'est gagnant en prix de revient, mais encore faut-il qu'il soit dans la cible. Donc ça, on le regardera plus en détail juste après. Et puis, c'est de la création de logements de standing en cœur de ville, qui répondent aussi aux enjeux de demain, avec une DPE minimum D. On verra qu'on peut faire même mieux sur certains sujets. Et l'objectif est tenu, c'est-à-dire conserver et entretenir le patrimoine français. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant, c'est de regarder les chiffres. On est sur une œuvre qui est assez confidentielle. Ce sont des biens uniques, rares. Évidemment, on va s'atteler à aller sur des emplacements de qualité. Si on est sur un volet locatif, il faut qu'il soit liquide, évidemment, à la location, mais demain aussi à la revente. Et donc, il y a des CSP+, capables de s'endetter dans ce quartier. Donc ça, c'est là où on s'engage à vous trouver des bons spots. Cette offre, elle est finalement, alors, c'est une moyenne selon les années, mais on est entre 3500 et 5000 logements développés en locatif chaque année pour l'immobilier ancien réhabilité. Et dans l'immobilier ancien réhabilité, je parle de la Malraux, du déficit foncier, du monument historique. Et dedans, je vous mets aussi, pas forcément que les majors qui font de la réhabilitation, mais ça peut être aussi un marchand de biens local qui fait de très belles petites OP. C'est à peu près ça la réalité du marché aujourd'hui. Alors, ça va un petit peu s'étoffer avec ce qui était le Pinel de transformation, la de Normandie, mais ce n'est pas extensible à souhait. Ce n'est pas un marché qui peut s'industrialiser. Donc, on est vraiment sur un micro-marché. Si on parle là des immeubles qui sont développés chaque année en locatif, classés ou inscrits au titre des monuments historiques, on a encore un spectre qui se réduit comme peau de chagrin puisqu'on parle de 500 à 1000 logements par an. Donc, il faut vraiment, dans ce cas-là, avoir des solutions clés en main pour accompagner vos clients. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que, à l'époque du Pinel, qui est en train de mourir de sa belle mort, il était facile d'investir dans l'immobilier neuf dans son cercle de confort. J'habite à Paris, je veux de la région Île-de-France. J'habite à Lyon, je veux du Lyon. Je veux même investir à Poitiers, à la limite, c'était possible. Avec cette rareté de l'offre, aujourd'hui, on est obligé de délocaliser les clients.
Donc, on est plus sur une stratégie patrimoniale que sur une offre produit et se faire plaisir, être dans la passion et flatter son ego de passer devant un bien qui est juste à côté de chez nous. Alors, les planètes peuvent s'aligner, mais c'est assez rare. Donc, vous verrez qu'on a une offre effectivement complète, une complétude de l'offre qui nous permet de suivre vos clients tout au long de la vie du bien. Je reviendrai là-dessus juste après. Alors, je vais enfoncer aussi, je vais mettre les pieds dans le plat. Vous voyez ici, c'est un travail, la réhabilitation, qui est un peu singulier, qui est un peu unique, puisqu'on a des tailleurs de pierre, des clouteurs d'ardoise à l'ancienne, des gens qui travaillent le bois, qui maîtrisent la chaux, le colombage, la brique. Donc, c'est des chantiers qui, évidemment, vont être plus onéreux qu'un chantier, on va dire, de rénovation classique d'un immeuble ancien ou voire même de construction d'un immeuble neuf. Si j'aime bien cette image, hein, c'est de prendre le millefeuille de prix au mètre carré. On nous dit souvent c'est un marché qui est cher. Ben, il n'est pas cher, il est dans son marché. De la même façon que vous ne pouvez pas comparer une voiture d'occasion, une voiture neuve et une voiture de collection restaurée, c'est à peu près la même chose. Hein. La voiture de collection restaurée n'a pas la même rareté et puis ça n'a pas coûté la même chose de la restaurer. L'avantage, c'est que là, l'État vous accompagne hein, sur ce volet de restauration. Donc, vous avez un immobilier de collection au cœur de ville. Hein, donc, c'est l'immobilier ancien de plus de 10 ans en mauvais état, mais un peu plus cher parce que protégé ou classé, sur lequel vous devez rajouter tous les travaux qui vous permettent d'être aux normes d'habitabilité moderne. Et j'entends par là aussi les parties communes. Hein. C'est la fibre, la mise aux normes d'un ascenseur, l'isolation phonique, thermique, toutes les normes demandées aujourd'hui pour être aux normes incendie, ce genre de choses, la trappe de désenfumage. Donc, tout cela a un coût. Puis, vous avez l'appartement lui-même. L'intérieur de l'appartement, c'est 30 à 40% du montant des travaux. Et puis, vous avez les prescriptions des bâtiments de France ou des monuments historiques. Donc, forcément, on ne peut pas être au même prix que de l'ancien ou du neuf, puisqu'on est de l'ancien avec les normes du neuf et les contraintes des monuments historiques. C'est pour cela qu'on a des économies d'impôts substantielles et des loyers complètement déplafonnés. Il faut s'inscrire dans une stratégie patrimoniale à long terme. Quelqu'un qui va vouloir faire ce type d'opération et qui vous dit « Monsieur, je veux sortir à 5, 6 ans, voire à 10 ans », quelque part, on sera en défaut de conseil de lui dire « Pas de problème, allez sur ces opérations. Elles n'ont de sens que si j'encaisse un minimum de loyer et que j'ai une économie d'impôt substantielle et que je suis dans les tranches marginales les plus hautes. » Je vous ai repris ce petit graphique pour bien montrer quelle est notre clientèle. C'est des gens qui payent de l'impôt toute leur vie. Alors, si tout va bien, évidemment, on a un impôt qui augmente en fonction de ses revenus. Mais se servir de cet impôt, c'est éviter de donner un appartement, un immeuble ou plusieurs immeubles à l'État tout au long de sa vie active. Ça peut avoir du sens d'arbitrer sur un immobilier pour avoir, au-delà de sa retraite classique ou d'un complément de retraite qui va être plutôt sur un volet financier, une Madelin, du PERP ou des choses que j'aurais mises en place. En complément, ça peut avoir aussi du sens de se dire je vais chercher une rente immobilière qui peut même être neutralisée par le biais du meublé. Ça, on peut vous accompagner sur cette partie-là. Ou bien, si 10, 15, 20 ans après l'acquisition et au vu de la valorisation du bien sur le marché, du calcul de la plus-value et des loyers qui ont été encaissés et de l'économie un peu encaissée, si mon prix de revient est bon, ça peut avoir du sens aussi de le sortir à la retraite sous forme de cash en revendant le bien pour un bien d'usage ou pour aider mes enfants. Donc voilà, la stratégie, c'est bien ça. Hein. C'est pour des gens condamnés à payer leurs impôts, les mobiliser autrement et répondre à ces 4 objectifs qui sont donc évidemment optimiser sa fiscalité. C'est par là qu'on vient à ces opérations, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est évidemment constituer un patrimoine rare et différenciant, un complément de revenu pour la retraite. Et puis, il y a un objectif dont on parle peu, mais qui est important, qui est la transmission. On a sur ces volets de loi, alors on verra selon les opérations, mais lorsqu'on a une copropriété qui le permet, on peut mettre en place un parcours patrimonial qui permet effectivement d'avoir une exonération partielle ou totale des frais de succession. Hein, c'est l'ouverture de la copropriété plus de 100 jours au public avec une convention tripartite avec le ministère de la Culture, la mairie, la copro, qui permettrait effectivement d'avoir cette exonération. Vous avez aussi la possibilité en déficit foncier ou en monument historique de démembrer à l'acquisition si tant est que je paye au comptant le foncier, donc la ruine que je vais acheter. Je dis une bêtise, j'ai 50 000 euros d'acquisition d'un appartement en mauvais état, j'ai 200 000 euros de travaux, de réhabilitation. Eh bien, si j'achète au comptant ces 50 000 euros, rien ne m'empêche de les donner une quote-part de nue propriété à mes enfants et en tant qu'usufruité avec une convention d'usufruit, de bénéficier effectivement de l'économie d'impôt et
des loyers. Donc ça aussi, ça peut être une stratégie patrimoniale gagnante à regarder au cas par cas, évidemment, à prendre avec des pincettes, avec les conseils de chaque client. Je voulais qu'on refasse un petit point, mais je pense que vous l'avez tous en tête, mais c'était surtout de se demander, de regarder un petit peu comment s'articulent les arbitrages immobiliers générant des économies d'impôt. Donc, c'est les différents volets de loi, hein, que ce soit la Pinel, la Malraux, le déficit foncier ou le monument historique. D'ailleurs, le déficit foncier n'étant pas une loi fiscale, mais du régime de droit commun, et de regarder un petit peu comment tout ça s'articule cette année. Et puis, l'après 2024, on aura finalement assez peu de choix. Vous avez donc les revenus catégoriels, hein, salaire, revenu immobilier, revenu foncier, hein, donc je cumule les euros, puis je déclenche des tranches marginales d'imposition. CSG, CRDS, vous connaissez par cœur. Je calcule mon impôt. J'avais effectivement les crédits d'impôt, donc pas sur un sujet immobilier qui me permettent d'avoir une économie d'impôt. Sur les sujets immobiliers, c'est plutôt Pinel, Pinel plus, Pinel transformation dans un premier temps, soumis au plafonnement global des niches. On voit bien que très rapidement, ces solutions ne seront plus là. Au-delà du plafond global des niches fiscales qui était fixé à 10 000 euros. Donc j'ai une garde d'enfants, un jardinier et un Pinel. Il était compliqué d'aller au-delà de ce plafond. Sachez que la Malraux, le monument historique, le déficit foncier est au-delà de ce fameux plafond global des niches fiscales. La Malraux agit comme une super Pinel, c'est-à-dire ça agit directement sur l'impôt, on travaille en économie d'impôt. On regardera à peu près on regardera juste après le fonctionnement, hein, mais c'est bien sur la base des travaux qu'on a une économie d'impôt. De la même façon, en monument historique et en déficit foncier, je vais avoir une économie d'impôt sur les travaux de réhabilitation. En revanche, on est sur de la déduction. Ça fonctionne un petit peu à la façon du PER. Je vais venir déduire ce montant de mon revenu global ou de mon revenu foncier selon le choix. On va rentrer dans le détail de ces dispositifs juste après. Je ne voulais pas trop être indigeste immédiatement. Alors, je voulais également qu'on regarde d'où viennent ces lois, parce que c'est toujours intéressant d'expliquer comment elles fonctionnent, mais prenons un peu de recul et donnons aussi du sens pour les investisseurs à ces lois. Pourquoi elles sont nées, comment elles sont nées et quel est leur but. Donc, on va commencer par la loi monument historique, qui est finalement la plus ancienne, puisqu'elle a été votée en 1913. Mais finalement, c'est un héritage de la Révolution française, puisque les grands gagnants de la Révolution française, c'est finalement la bourgeoisie, et les grands perdants étant le clergé et puis l'aristocratie. Certains ont dû fuir la France, d'autres ont abandonné, effectivement. Donc, il y avait des abbatiales, des châteaux qui ont été soit abandonnés, soit rachetés par la bourgeoisie. Et puis, on a eu pas mal de notre patrimoine qui a été plutôt délaissé, qui étaient des carrières de pierre à ciel ouvert, la Bastille, des châteaux, des abbatiales. Donc, il y a eu une prise de conscience, on va dire progressive, avec pas mal de contemporains de l'époque qui s'en fichaient un petit peu de ce patrimoine, mais quelques personnages illustres tels que Prosper Mérimée, Victor Hugo, Viollet-le-Duc, qui ont agi et qui ont contribué à cette prise de conscience. Donc le gros travail, ça a été d'abord d'inventorier, de protéger, d'identifier les édifices ayant un caractère patrimonial fort. Donc ça a été Prosper Mérimée, qui a été l'un des ancêtres finalement des architectes en chef des monuments historiques. Victor Hugo, qui a beaucoup milité pour la sauvegarde du patrimoine. C'est vrai que Notre-Dame de Paris, c'est une lettre d'amour à Notre-Dame qui à l'époque était un petit peu en train qui était pas mal défraîchi. Il a aussi pas mal œuvré pour la conservation des arènes de Lutèce quand il était au Conseil de Paris. Donc, il y a eu pas mal de choses. Et puis, Viollet-le-Duc, on connaît tous son action, on connaît tous la pointe de Viollet-le-Duc sur Notre-Dame de Paris, le nombre de monuments qu'il a restaurés, notamment Pierrefonds également, à côté de Compiègne. Et donc, voilà. Donc, tout cela a contribué finalement à préserver, identifier et protéger le patrimoine, mais il fallait aussi une loi d'incitation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est propriétaire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques, bah, on se l'est dit, hein, dans notre millefeuille de prix mètre carré, j'ai un immobilier ancien, faut que je le rénove, et en plus j'ai les prescriptions des bâtiments de France. Donc forcément, ça a un coût. Ce coût, il fallait l'alléger, il fallait motiver le propriétaire privé à entreprendre des travaux de réhabilitation de son immeuble classé. Et c'est en 1913 qu'on a la loi monument historique qui apparaît. Et qui incite les propriétaires à faire des travaux sur leurs édifices classés et donc d'avoir des prix de revient intéressants par rapport à cette entreprise de réhabilitation. Donc voilà pour la loi monument historique. Et il y a un constat qui est fait finalement après-guerre par André Malraux,
et c'est la genèse de la loi Malraux, c'est en fait la reconstruction de la France, hein. Le plan Marshall qui déverse des millions de dollars sur la France, des cœurs de ville plutôt paupérisés, plutôt en mauvais état, parce que aussi pas mal traumatisés par soit des bombardements ou un entretien qui s'est pas passé comme prévu pendant toute la guerre. Donc on a des immeubles assez vétustes, des cœurs de ville qui ont souffert, et évidemment, si vous vous mettez dans les baskets d'un marchand de biens ou d'un promoteur dans les années 50, début 60, et que vous achetez un hôtel particulier dans le Marais à Paris, dans le vieux Lille, dans le vieux Aix-en-Provence, dans le vieux Bordeaux, dans le vieux Nice, avec 4 mètres de hauteur sous plafond sur 3 étages, et que rien ne vous empêche de faire une tour de 7 étages avec des parkings, bah forcément, la logique économique et la spéculation immobilière a fait disparaître tout un nombre de pépites de notre patrimoine. Et donc, André Malraux a dit stop, on arrête tout, on va créer des secteurs sauvegardés en cœur de ville. C'est des périmètres dans lesquels les architectes des bâtiments de France ont répertorié tous les immeubles ayant un caractère régionaliste, architectural, patrimonial fort, pour qu'on garde la typicité de nos cœurs de ville, qu'il fallait qu'il y ait du colombage à Strasbourg, de la brique à Lille, de la pierre de taille dans Paris, de la pierre de Jaumont à Metz, et puis voilà, donc ça c'était important. Donc c'est la genèse de la loi Malraux. Donc on a le même problème qu'avec la loi monument historique, c'est qu'il va falloir trouver un moyen d'inciter le contribuable à investir ces lieux et à les rénover. Donc c'est bien, effectivement, des travaux, c'est trouver une économie d'impôt ou une économie fiscale sur les travaux engagés. Et ça, c'est le point commun qu'on a sur toutes ces lois fiscales. C'est donc l'achat d'un appartement vétuste nécessitant de gros travaux de réhabilitation. Vous avez une économie d'impôt générée sur les travaux pendant la phase des travaux, à l'inverse des lois Pinel, par exemple, où on avait à la livraison du bien une économie d'impôt, puisque le but n'était pas de rénover, mais la création de logements, puisqu'il y avait une pénurie. Donc là, c'est un peu différent. C'est dès l'année en cours, dès 2024, si j'engage des travaux de réhabilitation, j'aurai un effet sur ma fiscalité, sur mes revenus 2024. Évidemment, c'est une réhabilitation haut de gamme, hein, sous le contrôle des architectes des bâtiments de France et de la DRAC, hein, la Direction régionale des affaires culturelles, et ça peut être aussi les architectes des monuments historiques. Petite nuance par rapport aussi au neuf, où il y avait une dimension plus sociale ou de mixité. Là, il n'y a aucun plafond de loyer ni plafond de ressources du locataire. Ça peut être le cas dans certaines métropoles avec des subventions ANA, mais ça restera quand même à la marge. Et dans une époque où effectivement l'offre et la demande de locataires, voilà, l'offre immobilière se réduit et les locataires, les candidats à la location augmentent, on voit bien qu'il y a des rentabilités qui seront un peu meilleures dans les années à venir ou qui compenseront en tout cas l'augmentation des taux. Donc ça aussi, ça peut être une opportunité pour vos clients. Et dernier point, nous sommes hors plafonnement global des niches fiscales pour ces 3 dispositifs. Alors, comment il fonctionne? On a parlé de la genèse de la loi Malraux. Maintenant, on va parler de son fonctionnement. On est sur une économie d'impôt forfaitaire de 30% sur le montant des travaux. Généralement, d'ailleurs, on a un cadencement des travaux qui se fait sur 4 années fiscales, sur certaines opérations plutôt sur 3. Ça dépend des opérateurs, ça dépend des chantiers, ça dépend de plein de choses, mais voilà, c'est à peu près le cadre. Dans le cadre du prélèvement à la source, la réduction d'impôt, elle est générée finalement en année N+1. Elle est remboursée en septembre de l'année suivante, mais elle a bien un impact sur l'impôt de l'année en cours. Mais voilà, c'est un effet N+1 puisqu'on est en économie d'impôt. Vous le verrez, ce n'est pas forcément le cas en monument historique. On est en dehors du plafonnement global des niches fiscales. Les économies d'impôt sont reportables jusqu'à 3 ans après la livraison du bien. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2017, tous les permis ayant été déposés après le 1er janvier 2017 bénéficient d'une nouvelle mouture de la loi Malraux qui est plus vertueuse et qui ne plafonne plus finalement à 100 000 € par an de travaux et surtout qui permet, lorsque on n'a pas consommé l'intégralité de son économie d'impôt, de la reporter jusqu'à 3 ans après la livraison. Je vous donne un exemple. Un Malraux qui générerait 10 000 € d'économie d'impôt par an pendant 4 ans, soit 40 000 €. Il suffit, si j'ai un client qui a une fiscalité de 7 ou 8 000 €, eh bien, tout ce qui n'a pas été consommé est reportable après la livraison. Un petit peu pour ceux qui ont connu la CELIE, en son temps, on avait ce système de report. Okay, la Malraux, généralement, est proposée sous un cadre juridique qui s'appelle la VIR, vente d'immeubles à rénover, qui est l'équivalent d'une VFA dans l'ancien.
Donc, c'est un appel de fonds qui est fait en fonction de l'avancement des travaux par un organisme indépendant qui s'appelle l'Homme de l'Art. On peut aussi trouver des montages en ASL, ce qui peut avoir du sens. Nous, on y réfléchit de plus en plus. L'AVIR donne une date contractuelle de livraison avec une garantie financière d'achèvement, ce que ne propose pas l'ASL. En revanche, l'ASL permet d'avoir des frais de notaire réduits puisqu'ils ne sont calculés que sur la base du foncier. Donc ça, on pourra en reparler en détail, mais c'est vrai qu'avec un grand groupe derrière, l'ASL pour la Malraux peut être intéressante. Les immeubles éligibles, évidemment, c'est ceux qui sont situés, ce qu'on appelle, c'est les anciens secteurs sauvegardés, mais qui aujourd'hui s'appellent les sites patrimoniaux remarquables, donc il faut être dans l'hypercœur de ville. Donc là, il faut trouver des emplacements de choix, de qualité. Je vous donne un exemple. Le secteur sauvegardé le plus grand de France, c'est les Hauts-de-Lan, entre Saint-Quentin et Reims. Et évidemment, vous trouvez peu d'opérations Malraux référencées chez les grands comptes ou même par Gridkey sur ce territoire, puisqu'il faut qu'il y ait une logique économique. Il faut que ça se valorise dans le temps, que ça se loue bien, puisque ça puisse se revendre facilement. Donc, on n'ira évidemment que sur des secteurs sauvegardés qui ont du sens. La cible d'investisseurs, c'est une imposition d'à peu près 10 000 euros. Mais on le voit finalement avec cette nouvelle mouture de la loi Malraux, on a de plus en plus un marché de report de la Pinel vers le Malraux sur des investisseurs qui cherchent du 400, 500, 600 euros d'effort d'épargne et qui ont entre 7 et 8 000 euros d'impôts. Il faut évidemment avoir en face le produit entre 170 000 et 250 000 euros. Donc, on a de la chance. Aujourd'hui, on peut vous le proposer sur notre opération de Metz, ce qui est assez rare en Malraux, c'est vrai, sur ce type de volume d'investissement. Tranche marginale 30 à 41. Très important aussi, engagement de location nue effectif, c'est-à-dire qu'en cumulé, en comptant les vacances locatives, enfin en soustrayant les vacances locatives, on est sur 9 ans effectifs. Donc, 4 années fiscales de travaux au maximum, 9 années de location. On est bien sur des opérations avec un débouclage à minimum 13 ans. Évidemment, il faut qu'à 13 ans, si votre client revende, il ne perde pas d'argent, mais on est plutôt sur des stratégies de 20, 25, voire 30 ans. La détention moyenne sur les Malraux monuments historiques, les statistiques qui ont été faites sur les 30 dernières années, c'est oui, c'est ça, c'est à peu près, on est entre 25 et 32 ans de détention sur les biens Malraux monuments historiques. Donc, c'est le bien de garde. C'est la dernière bouteille qu'on sort de la cave, voire même de la transmission. Mais il faut pouvoir le revendre et qu'il soit liquide à tout moment si on ne sait pas de quoi la vie est faite. Exemple chiffré, alors très simple. Vous avez une opération Malraux, vous achetez un foncier en l'état qui vaut 70 000 euros, vous engagez 240 000 euros de travaux, ça vous donne un volume d'investissement global de 310 000 euros. Et finalement, on passe de façon linéaire chaque année 60 000 euros de travaux. Et donc, ça génère 18 000 euros d'économie d'impôt chaque année. De façon immédiate, on n'a pas besoin d'attendre la livraison. Donc ça, c'est le point fort. Pour un chef d'entreprise, quelqu'un qui est proche de la retraite ou qui a une visibilité, on va dire, plutôt à court terme de ses revenus, ou qui peut avoir des pics de revenus, ça convient bien de pouvoir arbitrer comme ça, plutôt à court terme. C'est la clientèle qu'on rencontre. Okay. Concernant le monument historique, donc là, on le sait, on n'est pas dans on n'a pas besoin de secteur sauvegardé, c'est l'immeuble qui doit être classé ou inscrit. Il y a à peu près 50 000 immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Vous en avez à peu près 14 000 de classés. L'intégralité des travaux de réhabilitation sont déductibles du revenu global, sans plafond, sans limite. Alors, je vulgarise le discours, mais quelqu'un qui a 200 000 euros de revenus, il pourrait faire 200 000 euros de travaux monuments historiques, il ne paierait plus d'impôts. Alors, évidemment, ça devient ridicule si on déduit dans des tranches marginales trop faibles. Donc là, tout le travail qu'on doit faire ensemble, vous, nous et avec le client, c'est de regarder ce qu'il lui faut fiscalement à votre client en termes de travaux par rapport à sa tranche marginale, se projeter sur les années à venir, regarder ce qu'il peut faire en termes d'endettement et évidemment, en dernier instant, c'est lui qui va dire ce qu'il voudra faire en termes de ville. Voilà. On a aussi une particularité, c'est que les intérêts d'emprunt sont déductibles du revenu global en monument historique. Ça vaut aussi pour la personne qui viendrait à racheter l'appartement de votre client pour de la résidence principale demain. On est en dehors du plafond global des niches fiscales.
dans le cadre du prélèvement à la source, on a une petite spécificité, c'est que on peut, à partir du, évidemment, on va attendre que votre client soit propriétaire, qu'il ait fait le virement de ses travaux, mais on peut très bien, quelqu'un qui a 200 000 € de revenus, il peut très bien aller sur impôts.gouv en décembre 2024 en disant, écoutez, ma nouvelle base imposable pour 2024 est de 150 000 €, puisqu'il pourra justifier à la déclaration de l'année prochaine de 50 000 € de travaux, monuments historiques qui étaient déductibles de ses revenus. Donc, on a cet effet immédiat sur le monument historique qui est une option. Hein. On peut soit choisir d'aller tout de suite moduler son prélèvement à la source, ou tout simplement, comme pour le Malraux, de le déclarer l'année 2025 et d'avoir la régule en septembre 2025. Donc ça, c'est une petite typicité qu'on a également sur le déficit foncier. OK ? Et également une possibilité d'acquérir en résidence principale. C'est simplement que l'avantage fiscal est considéré seulement à 50%. Hein, c'est-à-dire que en locatif, 100% déductible du revenu ainsi que les intérêts d'emprunt. Si j'en fais ma résidence principale, c'est 50% et 50% des intérêts d'emprunt qui seront déductibles. OK ? Les immeubles éligibles, évidemment, c'est ceux qui sont inscrits au type des monuments historiques. La cible d'investisseurs, on est plutôt sur des impositions un peu plus grandes, à partir de 15 000 €. On peut avoir des tranches marginales à 30% sur les volumes d'investissement de 200 à 300 000 €. Ça arrive, puisqu'on va venir arbitrer comme ça pour ne pas remonter trop loin dans les tranches, pour ne pas être sur des tranches à 11. Mais la cible idéale, ça reste quand même 41 et plus. On voit que là, les impacts sont énormes et ça se voit forcément sur le prix de revient. L'engagement de location, il est différent qu'en Malraux. Là, on est simplement sur du régime de droit commun. C'est-à-dire que c'est à la livraison 3 ans effectifs. Et ensuite, on pourrait passer en meublé, évidemment, à partir de la 4e année. On sait qu'il y a toujours un peu d'inertie, hein, donc on passe toujours en meublé plutôt à la 4e, 5e, voire 6e année. Mais avec les taux qu'on a en ce moment, ce n'est pas forcément un sujet puisqu'on surfe en déficit foncier à 4% de taux aujourd'hui. On arrive à surfer un petit peu et avoir des intérêts d'emprunt en face des loyers qui surfent à 6 ans. Par contre, on a un engagement de détention de 15 ans sur le bien. Donc, à partir du moment où je l'ai acheté, j'ai mes 4 ans de travaux. Et ensuite, j'ai encore 9 ans où je dois attendre effectivement avant de pouvoir le revendre. On est sur des stratégies long terme, vous le voyez, donc forcément sur la Malraux 13 ans et sur le monument historique plutôt 15 ans avant de pouvoir déboucler l'opération. Alexandre, l'engagement de 15 ans, il est à partir de l'achat, pas à partir de la livraison. Ouais. Exactement, c'est un engagement, c'est à partir de l'acquisition. Dès que vous êtes propriétaire chez le notaire, c'est là que court l'engagement. Et j'anticipe peut-être une question que vous avez, il n'est pas cessible. Enfin, si votre client vient à fermer les yeux, ou vos clients, et du coup les ayants droit n'héritent pas de cet engagement de détention. Hein, il s'éteint avec le dernier propriétaire. Il y a une question de Régis sur le report des années du déficit qui seraient non utilisées. Alors, sur le monument historique, il est reportable les années d'après. Mais par contre, c'est-à-dire que vous faites votre dernier appel de fonds, la dernière année de travaux. Si ça n'a pas déduit l'intégralité de vos revenus, c'est reportable l'année d'après. Mais du coup, ça va forcément taper des tranches à 0 parfois, quoi. Mais il est reportable quoi qu'il arrive. On est obligé de faire le dernier appel de fonds la dernière année. Je dis une bêtise, hein, je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez 300 000 € de travaux à appeler en 2027 et que vous avez finalement que 150 000 € de revenus, eh bien, on vient gommer l'intégralité des revenus et l'année d'après, ça va encore vous déduire en report 150 000. Mais donc, il y a une partie des travaux qui fonctionne dans une tranche à 0, voire à 11. Mais ça permet quand même de l'utiliser et d'avoir une belle économie d'impôt, évidemment. OK. Donc, je vous montre un exemple. Là, on a quelqu'un qui a 2 parts fiscales, qui a 220 000 € de revenus et qui a un impôt de 62 000 €, tranche à 41. Il fait une acquisition d'un bien de 90 000 €. Ça, c'est son immobilier en l'état, ça ruine. Hein. On va venir le réhabiliter. Donc, il va faire 280 000 € de travaux. C'est 70 000 € de travaux chaque année. Et là, on voit que ça génère une économie d'impôt à hauteur de sa tranche marginale. C'est 28 700 € d'économie d'impôt chaque année. Petite nuance avec le Malraux en vire,
c'est que lorsque nous sommes en ASL, alors ASL, ça veut dire Association syndicale libre. Le texte de loi pour le monument historique, mais ça vaut aussi pour le régime de droit commun du déficit foncier, c'est je me porte acquéreur d'un immobilier en l'état, donc je ne paye des intérêts des frais de notaire que sur la base de mon foncier, donc des 90 000 euros. Et ensuite, les travaux sont à mon initiative. C'est au paiement des travaux que je vais pouvoir générer une déduction du revenu global. Eh bien, dans le cadre de l'ASL, ça veut dire que vous pouvez piloter vos travaux comme vous l'entendez. C'est-à-dire que si l'année N, j'ai un revenu qui est celui qui était l'année dernière, bon, bah, j'appelle 70 000. Par contre, si l'année N plus 1, j'ai un pic de revenus, rien ne m'empêche de demander 140 000 euros de travaux. Vous voyez, pour gommer un maximum de ce revenu exceptionnel. A contrario, si en année N plus 1, vous nous demandez à nous, Nouveau Siècle, filiale de Bouygues Immobilier, d'avoir un appel de fonds de 0 €, puisque vous avez un décalage de rémunération qui intervient en N plus 2, eh bien, on sera capable de porter la trésorerie du chantier pour vous. Alors évidemment, c'est une demande dérogatoire, mais c'est l'avantage, c'est qu'on va pouvoir piloter en fonction de sa fiscalité, les appels de fonds travaux en monument historique, en déficit foncier ou en Malraux lorsqu'on est en ASL. Dès qu'on sort du cadre de l'ASL, on est dans un cadre juridique qui s'appelle la VIR et on ne peut pas le faire. Une autre question aussi sur l'amortissement éventuel du bien et des travaux. Donc, je peux peut-être y répondre. En fait, c'est pas possible puisque c'est une location nue. Donc, il n'y a pas de location meublée avec amortissement. En revanche, au-delà des 3 ans d'obligation de location nue, vous pouvez passer en meublé. Exactement. Et là, au bout des 3 ans, vous pouvez passer en meublé. Et sur la Malraux, c'est après les 9 ans. En Malraux après les 9 ans, en MH après les 3 ans, vous pouvez passer en meublé et là, ça vous fait bénéficier des amortissements. Exactement. Exactement. Parfait. Écoutez, je vais vous parler de nos engagements et de notre proposition de valeur et puis on va arriver doucement sur le produit immobilier qu'on avait à vous proposer aujourd'hui. Nos engagements, évidemment, je vous l'ai dit, hein, c'est une offre assez rare et confidentielle, donc on a souhaité, mais un petit peu pour se parler vraiment de façon transparente, comme certains autres opérateurs de la réhabilitation ou du neuf, l'idée c'était de vous proposer une offre complète et de vous accompagner sur le développement et le montage des opérations, sur l'élaboration du projet d'investissement, c'est vous accompagner peut-être aussi en rendez-vous de visio ou en physique ou sur une visite de confort ou sur un rendez-vous avec des simulations financières s'il le faut, pour vous aider à choisir les biens, parce qu'on va être forcément plus avisé sur les hauteurs sous plafond, l'exposition, voilà, tout ça on peut l'environner avec vous. Évidemment, on va vous accompagner pendant la période de travaux, à la livraison, lever les réserves. La gestion locative, le syndic également veut vous accompagner, parce que c'est important même de s'occuper de l'entretien de ces immeubles, même après la livraison. Ça permet aussi d'avoir des copropriétés qui vieillissent bien dans le temps. Et évidemment, on va vous accompagner sur l'aide à la déclaration, sur tout ce qui est fiscal. On a en interne chez Bouygues un service juridique qui a la taille et le savoir-faire et l'expérience d'un grand groupe qui a plus de 70 ans. Donc, je peux vous dire qu'ils sont très carrés. Et puis, on a un cabinet en externe qui nous valide tous nos montages et qui vient effectivement vous aider si demain il y a une demande de l'administration fiscale ou de vos caisses. Okay. Ensuite, sur nos engagements, évidemment, c'est de faire investir vos clients dans un environnement sécurisé, s'engager sur des prix fermes et définitifs. Alors, vous me direz, en VIR, c'est facile de le faire puisqu'on a un cadre de loi qui s'appelle la VIR et qui donne une date contractuelle de livraison et une GFA. Donc, il ne peut pas y avoir de dépassement de travaux sur de la Malraux VIR. En revanche, sur tous les contrats en ASL, et ça, c'est un axe de développement stratégique pour nous, c'est vrai qu'on se positionne plutôt pas mal sur du monument historique ou du déficit foncier assez patrimonial. Et du coup, on aura effectivement des montages en ASL. Et on a souhaité créer une jurisprudence dans le métier, c'était de dire comment aujourd'hui sécuriser le client, même sur un contrat en ASL où nous sommes contractants général. Pour rappel, le client se porte acquéreur d'un immobilier en l'état et les travaux sont à initiative, mais comme n'étant pas sachant sur les travaux, il va nous mandater, nous, en tant que contractant général. Mais là, la différence, c'est que le contractant général, c'est Bouygues. Donc, Bouygues, ça fait 70 ans qu'ils font des travaux, donc ils savent l'environner. Et du coup, on s'engage, s'il y avait un dépassement de travaux
à voter en ASL, hein, puisque vous êtes en fait maître de votre destin lorsque vous êtes en ASL, vous, les copropriétaires, eh bien, s'il y avait un dépassement de travaux, ça serait donc Bouygues et donc Nouveau-Siècle qui viendrait compenser ce dépassement de travaux. Donc ça, c'est hyper important. C'est dans notre liasse contractuelle et c'est un engagement fort qu'on a voulu mettre en avant. Donc ça, c'est plutôt très important. Évidemment, les logements, on va les magnifier au mieux. L'idée, c'est qu'ils soient ergonomiques, qu'ils répondent aux enjeux de demain avec des espaces de télétravail, avec des placards. Hein. La domotique, finalement, c'est pas du tout ce que cherche un client quand on fait les questionnaires de satisfaction. Un locataire, il veut que ça soit un appartement facile à vivre, agréable, et surtout, essayer de redonner un peu d'âme à des bâtiments qui ont souffert. On soigne la façade, la toiture et certains éléments patrimoniaux classés, mais quand on n'en retrouve plus à l'intérieur, il faut pouvoir créer aussi cet effet waouh. Donc c'est soigner les parties communes avec des beaux luminaires, c'est pas mettre la boîte aux lettres lambda, c'est avoir de la moulure, avoir de la boiserie, des grands miroirs, des revêtements de sol qui soient pas du grès céram 2020. Parfois c'est pas une question de coût, c'est une question de goût. Donc on apporte une réponse forte là-dessus en travaillant avec des architectes d'intérieur sur les matériaux, sur les accords cadres dont on bénéficie aussi avec Bouygues Immobilier, puisque c'est un grand groupe. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller loin sur cette problématique-là. Également l'environnement. Sur l'environnement, c'est depuis 5 ans une des stratégies, en tout cas une des philosophies les plus poussées par le groupe Bouygues. Même dans sa partie béton, ils sont décarbonés hein, finalement. Mais c'est de proposer effectivement plusieurs volets. Donc déjà, c'est l'intervention d'un écologue systématiquement sur nos opérations pour étudier quelle faune, quelle flore est en place, comment ne pas les brusquer. Puis c'est travailler aussi des îlots de fraîcheur. Hein. Vous verrez sur le programme de Metz, on vient recréer 5 à 6 patios avec des îlots de fraîcheur où on y met des plantes évapotranspirantes qui vont créer cette fraîcheur-là. Dans les parties plus à l'ombre, on travaille des essences de sous-bois. On évite de mettre un bermuda grasse avec un palmier dans des environnements qui ne le supporteraient pas ou qui demanderaient trop d'eau. Donc, c'est des notions d'ensauvagement qui demandent beaucoup moins d'eau et donc qui sont vertueuses aussi pour la copropriété, pour vos clients. C'est redonner du sens pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est vertueux économiquement, mais aussi pour l'environnement. Donc ça, on le regarde de très près. Et on a toute aussi une filière de réemploi des matériaux. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur le projet de Metz. On ne met plus une benne en dessous d'une opération et on jette tout. On réemploie tous les matériaux. Alors, pas sur nos opérations, mais Bouygues a une usine de traitement de ces matériaux et les renvoie partout dans le monde. Et vous verrez aussi sur les matériaux dans les appartements, on a une proposition de valeur assez forte. Je vous montre ça tout de suite. Avec un accord cadre qui a été passé avec Westeriol au Salon du bas carbone à Paris, on va vous livrer des vasques dans toutes nos opérations en matériaux réemployés. Ça peut être de la porcelaine, du sable de fonderie, de la brique, de la coquille d'huile, de la coquille de moule, de la porcelaine. Voilà. Donc ça, si, c'est une réduction d'empreinte carbone assez importante. Alors ça peut peut-être faire sourire, mais on le voit en clientèle et aujourd'hui on le voit quand on le présente même aux bancaires. Hein, ça fait aussi la différence. On sait qu'il y aura peut-être des taux bonifiés par rapport à la note de l'opérateur et de l'opération. Donc on essaye d'être en avance sur ces sujets-là. Puis c'est vertueux pour tout le monde. Hein. Pour la petite histoire, Westeriol, c'est une entreprise qui est née dans le nord de la France et qui a décidé de récupérer toutes les coquilles de moule de la braderie de Lille et d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, ils travaillent sur plein de supports. Et ils sont même dans l'industrie du luxe en partenariat avec Dior et Hermès sur le réemploi du cuir. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez assez sympa. Les receveurs de douche, c'est du biosourcé. C'est une marque plutôt très connue, accord cadre avec tout le groupe Bouygues Immobilier, mais c'est 75% de minéral naturel géosourcé et c'est de la résine qui est bioformée à partir de déchets plastiques. Donc là aussi, on reste sur une proposition de valeur assez éco-consciente. Et sur les peintures, on travaille avec 2 opérateurs. Unicalo, qui est plutôt très connu, d'ailleurs distribué chez Leroy Merlin, chez plein de gens, mais qui a fait son virage responsable avec une résine végétale renouvelable à 95%. Et puis, vous avez une autre entreprise qui s'appelle Algo, qui est bretonne et qui fait de la peinture au pigment naturel. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on… Voilà, et puis là, en ce moment, on est en train de réfléchir sur des occultants en lin français, hein, donc le local, le Made in France et le biosourcé, c'est important pour nous. Voilà. Du coup, écoutez, je vais vous parler. Ouais. Excuse-moi, Alexandre, avant que tu présentes peut-être l'opération que tu veux nous montrer, une question de Jean-Claude où il s'interroge sur le fait qu'on puisse acquérir un MH en SCI à l'IR. C'est possible?
Alors, en SCI à l'IR, ça peut être possible maintenant. Alors, je vous explique. À une époque, sur le monument historique, il n'y avait pas de contraintes sur les SCI, mais c'est une époque où il y avait, on avait besoin d'avoir de l'administration fiscale un agrément de mise en copropriété. Lorsque c'était je dis une bêtise, une ancienne caserne qui n'était pas une copropriété, un ancien hôpital ou une ancienne usine, il fallait avoir cet agrément de mise en copropriété d'un monument historique. Donc, certaines personnes plutôt malines se sont dit, bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper nos appartements par deux SCI et on va vendre des SCI. Donc, il y avait eu une interdiction de faire de la SCI classique sur les monuments historiques, n'était autorisé que les SCI familiales, donc à l'IR. Donc, la réponse que j'ai envie de donner, c'est oui possible familial. Et comme cet agrément de mise en copropriété a sauté, on n'en a plus besoin aujourd'hui, il me semble qu'on peut refaire de la SCI à l'IR sur du monument historique avec un associé ou en tout cas quelqu'un qui n'a pas de lien familial. Je ne veux pas vous dire de bêtises, ce que je vous propose, c'est de me renseigner et puis de vous envoyer la réponse pour qu'elle soit diffusée, quoi. Je vous le note, SCI familial. Yeah. Ok. Alors, je vous amène sur notre opération Malraux de Metz, qui est une opération assez unique. Vous allez comprendre pourquoi. On est sur un bâtiment très patrimonial hein, qui était le Bon Marché, qui est devenu par la suite le Printemps de Metz. Donc, c'est un bâtiment assez emblématique et assez iconique, connu de tous les Messins, qui se situe dans la rue Serpenoise, qui est l'axe structurant de Metz. C'est-à-dire qu'aussi loin qu'on retrouve du commerce à Metz, il y a toujours eu ce point de passage qui était la rue Serpenoise, qui est très central. Et on va venir réhabiliter, évidemment, en logement de grand standing, avec des jardins, des extérieurs, des pompes à chaleur qui nous permettent d'avoir des sols chauffants rafraîchissants, une moyenne C, voire B sur certains appartements en DPE, tout en gardant des commerces en pied d'immeuble. Hein. L'idée, c'est de garder de la vie. Mais là où je vous dis qu'on est vraiment dans l'accompagnement des usages, sur Metz, le maire voulait absolument avoir un cœur de ville où vous avez des CSP+, élevés, plutôt éduqués dans des grandes métropoles et qui ont des usages urbains, mobilité douce, cœur de ville, le primeur, ce genre de choses. Ça s'est déjà pas mal gentrifié, hein, encore plus accéléré post-Covid. C'est des villes où il fait bon vivre et où le prix mètre carré était moins cher. Puis il y a une économie luxembourgeoise qui est énorme, hein, puisqu'on est sur une zone frontalière. Vous voyez qu'on est au cœur de l'Europe, on n'est pas loin de Nancy. On a un TGV qui nous amène très rapidement à Paris, hein, en 1h20 et très rapidement à Strasbourg. Et on a un bassin d'emploi fort sur Metz. Donc là, l'ambition du maire, c'était évidemment d'avoir une solution de logement de grand standing en cœur de ville dans un secteur sauvegardé Malraux qui le permet peu, puisque par essence, trouver du neuf en cœur de ville d'un secteur sauvegardé, très compliqué. Donc soyez rassurés sur le dynamique économique de Metz. Évidemment, les premières choses qu'on regarde lorsqu'on doit faire valider chez tous nos prescripteurs, mais également à notre COMEX et à l'actionnaire, c'est le bassin d'emploi, la création d'entreprises, la démographie, les infrastructures. Metz coche toutes les cases en la matière. Et puis avec une politique de la ville qui a donné un tempo de valorisation du cœur de ville. Hein, c'est le maire, M. Grosdidier. Alors on n'aime pas, on n'est pas du bord politique. En tout cas, c'est 63 millions débloqués pour redessiner 4 quartiers de la métropole, tout un quartier autour du centre Pompidou et de la gare qui a été entièrement réhabilité. Et puis on voit aussi que c'est une ville assez agréable si vous regardez cette carte. Alors déjà, elle est bien desservie, hein, mais vous avez beaucoup de points d'eau. L'eau est omniprésente avec un grand bassin ici. Vous pouvez faire du bateau électrique. Je l'ai fait avec des clients, c'était très sympa. Et la rue Serpenoise qui est centrale, hein, qui est vraiment au cœur de cette ville. Voilà, une ville aussi étudiante. Derrière Nancy qui est plus jeune, mais c'est vraiment la ville cossue des 40-60 ans avec pas mal de moyens et ville des frontaliers également. Hein, on préfère vivre à Metz qu'à Thionville, donc c'est vrai que ça ramène pas mal de gens. Donc une ville attractive et avec pas mal de visiteurs aussi. Alors je vous montre où elle est. Voilà. Vous avez vu la façade, hein, la façade patrimoniale en pierre de en grès des Vosges, en pierre de Jaumont. Donc c'est toute cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'essaie de la faire parcourir. Voilà. Cette partie-là. Donc là, je vous propose de prendre de la hauteur. On va regarder une perspective qui est faite, en fait, c'est une photo de drone qui a été adaptée en perspective, où on voit le projet fini et on se rend compte voilà, des proportions de l'opération. Donc vous avez ici ma souris. Voilà. Donc l'idée, c'est de végétaliser les toitures.
Aujourd'hui, l'existant, c'est, si vous suivez ma souris, ici, vous avez un énorme hangar qui est un hangar de stockage. Donc, il n'y avait pas de terrasse ici, et ici, c'était pas déconstruit. Donc, on va venir percer en son centre ce mastodon là, ce vaisseau posé dans Metz, qui était un temple de la consommation avec des grands linéaires, avec des corners, des shops, pour pouvoir l'aérer, lui créer beaucoup d'espace de respiration. Et on le voit ici sur le plan masse. La rue Serpenoise, qui est juste ici, qui est piétonnisée, qui est en cours de réhabilitation. Donc notre chantier est fait concomitamment à celui de la rue Serpenoise, de façon à ce qu'on ne vide pas la petite cuillère de notre chantier. Et ça, c'est plutôt une force, c'est qu'on va avoir quelque chose de fini, de magnifique en même temps. Vous avez ici un premier patio, un toit végétalisé, des terrasses, des extérieurs, des passerelles en bois. Là, un grand jardin également. Ici aussi, un jardin privatif d'un appartement. À l'arrière, l'accès de certains parkings pour les T3 et aussi des jardins, et avec plusieurs points d'accès. Donc, cette contrainte qu'on pourrait se dire, écoutez, c'est une copropriété de 80 logements, mais en fait, c'est réparti sur plusieurs bâtiments, puisqu'à la base, c'était d'ailleurs plusieurs bâtiments. Donc, on peut rentrer par la rue Serpenoise, ici. On peut rentrer par la rue des Clercs, par ici, et à l'arrière du bâtiment. Donc, finalement, ça sera assez fluide en termes de circulation. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est le découpage de cette opération. On a gardé pour les typologies plutôt en rooftop, donc T4, T5, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a à peine une dizaine, résidence principale, vendue par Bouygues Immobilier, quasiment tout vendu d'ailleurs. Et pour les typologies Malraux, et on le sait que le marché Malraux s'est contracté, il y a encore, quand on avait des taux à 1%, il y a encore quelques années où on arrivait à avoir dans certaines villes des Malraux à moins de 10 000 euros, c'est vrai que là, on pouvait se permettre d'aller faire des volumes d'investissement entre 300 et 550, 600. En 2023, le marché de la Malraux s'est contracté. Aujourd'hui, on voit des demandes à partir de 160 000 euros. Et le cœur du réacteur, c'est 200, 300. Donc là, on a réussi à faire une grille de prix avec un maximum de logements entre 200 et 300 000 euros et de très beaux T3 qui ont, eux, des parkings et des caves en cœur de ville, ce qui est assez antinomique avec le Malraux puisqu'on n'a jamais le droit de faire du parking. Mais là, comme ils étaient existants, c'est plutôt une force. Donc, espace extérieur, volume d'investissement rare, DPE C, voire B, sol chauffant rafraîchissant avec système de pompe à chaleur, donc pas de convecteur, parquet, sol, du quartz, du granit, ou en tout cas du minéral pour les revêtements et des matériaux réemployés. Donc voilà, on essaie de cocher un maximum de cases sur cette opération et avec un beau rapport foncier de travaux. Je vous montre un petit peu les intérieurs. Hein. On a également bénéficié des hauteurs de l'ancien, ce qu'on retrouve moins dans le neuf, hein, puisqu'on est plutôt à 2,50 dans le neuf, et de beaucoup d'extérieurs. Et également, je vous en parlais tout à l'heure, le bilan de la disconstruction sélective. Effectivement, on a fait intervenir les éco-opérateurs qui sont venus vider cet édifice qui était donc dédié à la consommation. Et on a pu réemployer tous ces matériaux. Et le bilan, c'est 26 tonnes de CO2 évitées. Et ça correspond à 107 000 km parcourus en voiture thermique, soit 2 fois et demi. Le tour de la Terre, alors, c'est pas ce qui va faire investir nos clients, mais je trouve que c'est important, au-delà du patrimoine, de redonner un peu plus de sens à ces investissements. Donc, on y met une grande attention, en tout cas chez Nouveau Siècle. Et on se tient à votre disposition si cette opération a pu vous plaire. En termes d'autres opérations à venir, il y a 2 opérations monuments historiques à venir sur cette année. Et puis, on verra après pour 2025, mais on a de très beaux sujets à venir et on serait ravis de collaborer avec vous. Merci Alexandre. Une question de Jean-Claude sur l'opération Metz. Quel est le cabinet d'avocats qui garantit l'opération? Alors, c'est le cabinet Taxteam, c'est Florent Olmy à Bordeaux. Et après, de temps en temps, on peut demander des compléments au cabinet Rivière et c'est fait c'est en coordination avec notre service juridique en interne. Le cabinet Taxteam. 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 Taxteam, d'accord. Taxteam, Florent Olmy, cabinet bordelais. Écoutez, il a travaillé, il travaille, je crois encore, ça fait 10 ans qu'il travaille avec Histoire et Patrimoine. Enfin, moi, je l'ai connu là-bas. C'est quelqu'un de renommé sur le secteur. Et quand on a des sujets plus spécifiques, on peut aller voir Rivière ou le cabinet Lefebvre s'il y a des questions un peu plus spécialisées. Écoute, Alexandre, merci beaucoup pour la présentation. Ça a tenu pile dans l'heure, donc bravo. Ouais, je suis à 59,16 secondes. Je suis bon.
Magnifique. C'est calibré. Vous avez un beau background sur la loi Malraux et la loi Monument historique, avec aussi cette opération que vous pouvez retrouver sur Grifty pour Metz. Donc Alice trouve ça enthousiasmant, super projet. Merci Alice. On trouve que effectivement c'est plutôt un bel investissement sur Metz. Alexandre, merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir.